Polysécure, épisode sur l'actualité au 8 février 2026. Ça va être un gros épisode, j'ai l'impression. La dernière semaine, occupée avec énormément de nouvelles qui ont brassé un peu la perception des choses. Fait que j'ai eu de la misère, à réduire. Et deux, il y a tellement de choses que je pense que devoir chialer un peu là, sur les sujets, en tout cas du moins d'émettre une opinion éditoriale. Commençons pour la Shameless Plug, 25-26 février, le Secure. Le line-up est déjà relativement sur le site web. Il va y avoir quelques noms supplémentaires qui, je pense, vont s'ajouter dans les prochains jours. Mais tout est relativement déjà annoncé sur le site. L'horaire va sortir, donc on est déjà un super line-up avec des gens vraiment très chouettes. Ça va être super trippant. 31 mars au 2 avril, InCyber en Europe. 14 au 17 avril, le BotConf toujours en Europe. J'espère pouvoir y aller. 28-29 avril, la cyberconférence de CyberEcho, laquelle je vais enregistrer des podcasts. Le 9 au 17 mai, le Nortech, également la même chose. J'espère revenir sur la scène, je crois, principale, sur le fait que j'ai enregistré un panel. C'était vraiment super chouette l'an dernier. J'espère pouvoir recommencer cette année. Le 6, le 3 au 5 juin, j'espère pouvoir me rappeler correctement et ne pas oublier de m'inscrire. Et le 19 septembre, le B-Side à Montréal revient. Et encore une fois, je vais enregistrer un autre panel et encore d'autres activités connexes par rapport à ça. J'ai très, très hâte. C'est des événements que j'aime beaucoup, plus pour l'aspect communautaire de ce qui est associé. Commençons les nouvelles. Commençons avec le AI. Commençons avec le Dumpster Fire Call de OpenClaw, qui s'appelait Claude Bot, je pense, puis que ça a été trop proche de Claude, et non Claude Bot. Bref. Donc, il y a eu un changement de nom de ce côté-là. Ça a apparu l'autre semaine avant, c'est tout nouveau, ça fait en train d'exploser en termes de nouvelles. J'en ai vraiment une barge de nouvelles par rapport à ça, puis je ne les aborderai pas nécessairement toutes précisément, mais aborder l'idée principale qui est en arrière de tout ce qui est là. Il y a beaucoup de choses à dire dans les nouvelles que je mets dans les show notes sur lesquelles ils vont donner des pistes pour contrôler ça, pour limiter les problèmes et ainsi de suite. Fait, allez consulter ceux-ci pour justement vous prémunir des problèmes qui sont associés. Mais globalement, OpenClaw, c'est un module d'intelligence artificielle qui roule localement sur une machine dans laquelle on donne tous les droits de notre machine et qui peut agir en tant qu'agent sur notre machine et dans laquelle on peut mettre des plugins. Déjà là, ça pue. Il y a déjà beaucoup de problèmes. Déjà que les LLM en soi ont déjà plusieurs problèmes dans les formats massifs qu'on retrouve sur Internet, notamment hébergés par Anthropic, OpenAI et Google. Déjà que c'est pas, même ces gros modèles-là ont de la misère. Maintenant, il faut juste se refigurer sur un plus petit modèle, rouler sur le local et qui peut faire à peu près tout à notre place avec des agents qu'on peut downloader. Donc, il y a déjà une grosse place à le problème qui est associé avec ça. Donc, déjà là, c'est déjà compliqué. Il y a des skills qu'on peut rajouter justement pour aider le OpenClaw à aller plus loin, à faire plus d'activités en notre nom et d'aller plus loin. Et il s'avère qu'un nombre assez grand de ces skills-là, ces plugins-là, sont faits essentiellement pour voler les gens, voler les mots de passe, voler les cartes de crédit, voler les informations. Donc déjà là, on a un problème de confiance sur le marché qui permet d'améliorer ces modules-là et d'aller plus loin. Donc, c'est déjà un énorme problème. Puis selon les chiffres qui étaient sortis, on en avait plus que 400 au moment de l'enregistrement, mais probablement ça a dû exploser. Il y en a encore plus maintenant. A contrario, OpenClaw a fait une entente avec VirusTotal pour réussir à mettre des contrôles pour limiter les problèmes qui sont associés à ce type de choses-là. C'est une bonne nouvelle en soi parce que il fallait, mais en même temps, d'être réactif face à cette situation-là démontre à quel point tout ça est non contrôlé et à quel point les gens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent avec ce genre de choses-là. Donc, c'est déjà un énorme problème. Puis je pense qu'on est en train de mettre des armes beaucoup trop puissantes ou des actions qui sont beaucoup trop puissantes dans les mains des gens qui ne comprennent pas l'éventail de ce que ça peut faire et jusqu'où ça peut aller. Et même les gens en TI, des fois, ont de la misère à percevoir la portée de certaines actions. On le voit dans des déploiements puis dans des problèmes de sécurité, par exemple, dans lesquels des fois, on a de la misère à figurer. Même les gens très brillants ont de la misère à aller. Des spécialistes dans le domaine ont de la misère à l'imaginer. Fait que maintenant, pensez à nos parents qui, eux, ont peu de connaissances, à toutes ces personnes-là qui ont peu de connaissances en cyber, en AI, en IT tout court, et qui essayent de jouer avec ces objets-là et qui vont les mettre dans le pétrin. Essentiellement, il y a un énorme danger de fraude, un énorme danger qui sont associés à ce type de choses-là.
les gens sont pas prêts, puis je trouve ça un peu malheureux qu'on mette des outils aussi puissants que ça dans des mains de gens qui ne comprennent pas les dangers qui sont associés à ce type d'outils-là. Donc déjà là, c'est un énorme malaise, puis tout le bruit que ça fait. Mais en même temps, OpenClaw est l'espèce de rêve ultime d'agent qu'on a ou agent local. Puis c'est un peu dans cette perspective-là aussi, je le vois. Et je voulais qu'un jour avoir une espèce d'agent qui m'aide. C'est un peu ça que le rêve, le Gervie de Iron Man, d'avoir ce monde-là, justement, de pouvoir avoir un assistant personnel, un wingman, comme j'avais dans l'épisode avec Vincent, justement, on parlait du AI, qui est là pour nous aider. OpenClaw répond exactement à ça. Fait que ça vient aussi chercher beaucoup dans l'imaginaire de science-fiction, cinéma, et dans lequel on est habitué. Donc, ça vient amplifier le problème qui est associé à la perception et le fait que les gens baissent la garde par rapport à ce genre de choses-là. Gartner dit, puis le Gartner le dit, si touchez pas à ça, c'est dangereux. Fait que c'est un peu fascinant de voir qu'une compagnie comme ça va se positionner contre cette technologie, justement pour partiellement les raisons que je mentionne, plus d'autres raisons que dans lesquelles c'est pas un produit de carrière de production, que ce produit-là n'a pas de CCLA, n'a pas de support, donc c'est pas de grade d'entreprise. Donc, c'est pas prêt à aller là. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'il faut le regarder, que Gartner l'analyse et justement d'éviter de toucher à ce type de choses-là, même si le marché se précipite parce que certains clouders sont déjà en train de rendre disponibles des open cloud dans le cloud pour faire ce que les gens veulent faire. Et l'autre aspect puis, qui est très important aussi regardez, c'est l'accès complet sur le système qu'on donne à ces agents-là. Donc, incidemment, on va leur donner la capacité de remplir des mots de passe, d'avoir nos mots de passe, d'avoir nos cartes de crédit. Et l'espace à l'hallucination est encore existante. Donc, on peut faire plein de gestes très puissants en notre nom sans avoir vraiment notre vraie volonté qui est en arrière de ça. Donc, il y a des suppositions. Donc, c'est un peu étrange. C'est aussi très sensible au prompt injection, ça aussi. Donc, on reçoit un courriel, il va le traiter, puis il va partir pour faire des actions qu'on n'anticipe pas. Donc, on multiplie un problème qui est déjà très grand. Dans quel cas, on n'a pas vraiment de maîtrise à ce stade-ci. Donc, c'est un énorme problème. On amplifie un problème qui est existant je ne sais pas jusqu'à où on va aller, jusqu'à temps que ça explose. Puis, les gens vont se faire terriblement mal et perdre énormément d'argent dans ces choses-là. Je trouve ça un peu triste parce qu'il y a des gens vulnérables qui vont se faire frauder des grosses sommes d'argent, qui vont les mettre dans le pétrin. Donc, surtout dans un climat où l'économie ne va pas super bien. Puis il y a des gens qui ont justement des problèmes financiers, ça va amener une drôle de posture à ça. Il y a tout le volet Moltbook, qui est l'espèce de réseau social pour les agents AI. Essentiellement, c'est un peu dans cette perspective-là, c'est une suite là, dans le contexte. Ce site-là a été entièrement vibe codé, comme toutes les choses de vibe code. Il est une vulnérabilité sans nom. Par rapport à ça, les API ne sont pas contrôlés, les bases de données. C'est vraiment comme on a vu avec d'autres systèmes qui ont été vibe codés comme ça. C'est un désastre. Ça en a un autre. Donc, c'est encore très intéressant de constater ça, que les gens apprennent zéro. Puis pourtant, c'est des gens qui sont supposés avoir un petit peu plus de connaissances, mais clairement pas. Et toutes les discussions que les agents avaient sur ce réseau social-là pour eux autres, ils se sont rendus compte qu'il y en avait plusieurs qui avaient été injectés par des humains parce que les API n'étaient pas faites, fait qu'on était capable d'injecter, les humains étaient capables d'injecter des conversations. Donc, ça l'a amené des débats intéressants au point de vue d'un observateur qui trouve ça un peu farfelu comme histoire, mais de fait que c'est pas entièrement des robots qui parlaient, que c'est pas entièrement des AI entre eux autres qui se parlaient, qu'il y avait des humains qui injectaient on pourrait dire des cochonneries, expressément pour faire partir les agents dans des directions qui sont amusantes ou dans lesquelles ils vont s'amuser. Donc, c'est pas mature, il y a beaucoup de problèmes associés à ça. Bref, c'est pas une place qui est sereine pour le moment. Si vous devez envisager ce genre de choses-là, faites-le de façon très, très isolée. Justement, dans les show notes, il y a un module d'isolation pour ce type d'agent-là pour le tester. Mais en même temps, comme un des personnes que j'ai dans les show notes, un des articles, mentionne, c'est une fois qu'on a commencé à toucher à ça, c'est emballant et on a le goût
de donner plus d'accès à ces agents-là pour aller plus loin. Et c'est ça le piège, justement, on se fait aveugler par cet élément-là et on baisse la garde et on peut se ramasser dans une situation problématique. Puis si vous en avez, téléchargez pas n'importe quel plugin qui va là parce qu'il va y avoir du prompt injection, il va y avoir plein de cochons là-dedans. Fait que soyez très, très, très prudents si vous voulez explorer dans vase clos, même si c'est très attirant comme concept. Bref, nouvelle suivante, on revient encore avec Grok, tout ce qui entoure cette affaire-là, bizarre. Le gouvernement, le parquet en France a saisi dans les bureaux de X justement pour tout le volet de pornographie juvénile ou de nudification, ou tout ce volet-là qui affecte là, le XAI notamment. Il y a d'autres aspects aussi de cette saisie-là qui sont relatifs à d'autres éléments qui sont associés à la grande famille de produits problématiques de chez Musk. Mais une partie était sur le volet de la nudification, ce qui est une très bonne chose en soi. Enfin, il commence à y avoir des actions qui se posent sur cette horreur-là, qui, justement, est énormément problématique, qui génère du contenu illégal, littéralement. Puis on agit, malheureusement, pas suffisamment rapidement par rapport à cette situation-là, qui est, somme toute, très problématique et qu'on devrait amener justement à des actions plus fortes. À ça, au UK, la même chose, continue les enquêtes. Là, il ne parle pas de saisie. Grok semblerait, selon Reuters, générer encore des notifications. Fait que ça n'a pas réussi à mettre les barrières suffisantes. Puis comme je parlais sur le podcast avec Cybercitoyen, c'est un drôle d'idée aussi de demander de payer. Fait que là, les gens doivent payer pour avoir ça. Fait que c'est un peu un drôle de concept à ce moment-là. Et pourquoi on ne va pas justement poursuivre ces gens-là ou arrêter ces gens-là qui volontairement payent et font de la pornographie juvénile essentiellement, là, au lieu de juste s'attaquer aux générateurs, s'attaquer à ceux qui en produisent de façon explicite parce que les prompts sont assez clairs sur l'objectif de ce qui est fait. Donc, c'est très difficile de nier ce qu'on a posé. Et dernière nouvelle de cette section-là, l'Espagne et la Grèce envisagent de bannir les réseaux sociaux pour les jeunes. Je ne me rappelle pas l'âge qu'ils ont mis. Dans le même mouvement que la France est en train de faire ça, que le UK, que l'Australie. Donc, c'est intéressant de voir ce mouvement-là à l'espace international. Et dans le même élan, il avait été discuté du fait justement des problèmes avec Grok et toutes les images pornographiques. Et de vouloir bannir cette plateforme-là en même temps. Et là, encore une fois, puis ça me fascine énormément, Musk pleurniche sur le fait que ça serait de la censure et tout. Ça devient difficile de le croire ou de prendre ça de façon crédible quand on commence à parler de censure quand on parle de pornographie juvénile. Fait que moi, c'est des zones que j'aime pas. Puis c'est de la transformation d'usage de termes aussi, parce que de la censure, ce n'est pas, en tout cas au sens qu'on le voit en tant que société, ce n'est pas ça, c'est vraiment d'empêcher la libre expression, mais la libre expression n'est pas en celle où on permet la pornographie juvénile. Il y a comme pour moi un non-sens dans cet élément-là, et le fait de proclamer ça publiquement comme ils font, comme notamment on trouve beaucoup dans certaines franges de la société américaine, on est en train de pervertir le terme censure à l'occasion et lui faire perdre son sens d'origine, et juste que quand on n'est pas content des situations qui se passent où on ne respecte pas la loi, de crier à ça immédiatement, donc de crier au loup, va transformer la perception. En cyber, on est très bon d'avoir changé cette perception-là et d'avoir crié au loup un peu trop. Et les effets, justement, fait que les gens ne prennent pas au sérieux la cyber, justement parce que les gens dans le milieu ont crié trop au loup. Donc, de faire ce genre d'appel au loup est une très mauvaise chose, à mon avis. Fait que je trouve ça d'autant plus malaisé de cette situation-là, de cette façon-là que cette frange de la société américaine vont se déchirer leur chemise sur l'espace public au lieu d'amener un débat et d'amener dans des choses de plus grand et de meilleur pour l'humanité et non de juste de s'enrichir personnellement dans ce cas-ci, parce que c'est clairement ces objectifs financiers qui sont affectés par ces mouvements-là, donc il réagit de ce type-là. Fait que c'est un peu malhonnête en termes de perspective. Fin des deux grandes sections, sous-sections dans le AI.
Sinon, ben, il y a un petit article très le fun de Carbon sur comment sécuriser ses agents AI sur Mac en moins de 10 secondes. Donc, donne une belle procédure, un beau un cookbook. Fait que, allez voir, c'est super intéressant. C'est justement comme ce que je mentionnais précédemment, que vous voulez explorer des OpenClaw, par exemple, et c'est une belle façon de le faire sans danger. Microsoft abandonne toute la surcharge AI qu'il y a dans Windows 11, notamment Recall, notamment tout l'ajout de AI dans à peu près tous les petits logiciels qu'il y avait dans Windows sont en train de reculer parce que clairement, les gens ne veulent pas ça. C'est une bonne chose qui coûte enfin. On a eu tout en 2025 cette espèce de bruit assourdissant de nous pousser dans la gorge le fait d'avoir du AI partout. Et là, le fait qu'il y a du pushback suffisamment fort, on se trouve à un moment où les compagnies admettent qu'ils sont allés trop vite ou pas correctement et reviennent à un état qui est un peu plus favorable, moins chargé, donc d'avancer comme ça. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui utilisent Windows, parce que je ne suis pas, sauf dans mon travail. Dans mon travail, quand on me l'impose, sinon je ne suis pas dans cet univers-là. Fait que c'est pas mon univers à moi. Fait que j'ai pas ce problème-là. J'ai pas dit que Apple est mieux en ce sens-là. Il nous pose des affaires un peu étranges aussi, mais ça, bon. Chacun son poison. Chacun ses problèmes. Autre article aussi de Carbon sur le fait que le vibe coding est en dessous de l'open source. Dans le fond, c'est des articles qui ont circulé beaucoup la semaine dernière, dont celui de Carbon. Puis j'aime bien son explication et son approche, parce que c'est celui que j'ai sélectionné. Et essentiellement, ce que ça dit par tuer l'open source, c'est qu'à l'heure actuelle, ces projets open source-là vivent avec de la publicité, notamment avec des sources de revenus qui lui permettent d'œuvrer autour de ça et donc de capable de fonctionner et d'arriver financièrement à payer ces choses-là. Puis on parle aussi du problème de financement. C'est pour la première fois que je l'ai abordé ce sujet-là, qu'il y a un énorme problème de financement à l'open source. Il y a beaucoup de gens qui utilisent, il y a peu de gens qui retournent ou qui financent littéralement des projets qu'ils utilisent énormément eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu mal. C'est pas un peu, c'est mal. C'est littéralement mal. Donc là, ça vient dessus au sens où il n'y a même plus la source de financement connexe ou indirect qui va justement s'effacer de par le fait que le AI ou le vibe coding vient contourner littéralement toute la stratégie de financement qui va avec ce genre de choses-là. Anthropic a fait des annonces sur le fait et pour clamer aussi qu'ils ne mettront pas de publicité, à contrario de OpenAI qui va mettre de la publicité sur son agent. Ces publicités sont succulentes. Je les ai adorées parce que ça représente bien mon point de vue par rapport à cet usage-là et le fait d'avoir mis de façon très proche, à proximité du contenu dans lequel les gens vont clavarder avec l'agent. Et donc, à ce moment-là, d'avoir cette proximité-là, de pouvoir injecter de l'information. Donc, c'est très intéressant de le voir dans ce sens-là et d'amener justement cette perspective-là. Grand public, grande masse. Je pense que les publicités vont sortir au Super Bowl de façon sorte. Mais bref, j'en ai vu quelques-unes sur Internet à présent qui sont super intéressantes et amènent l'espace à la réflexion comment on doit le faire. Et si on va aller plus loin dans la réflexion, le problème de ces plateformes-là, il y en a d'autres qui utilisent du AI beaucoup, comme Facebook et Google. Et c'est de voir comment le chose de rapprocher les deux ensemble va amener une certaine forme de problème, si on veut. AWS aurait été, ou un compte AWS aurait été cassé en moins de 8 minutes. C'est très intéressant parce que l'article met de la lumière sur le fait que les outils AI sont de plus en plus utilisés pour aider les attaquants à aller plus loin. Dans ce cas-ci, les buckets S3 avaient été laissés ouverts, donc l'agent a servi de levier pour aller beaucoup plus vite pour récupérer les informations, pour aller vider les comptes qui étaient associés à ce genre de choses-là. Donc, c'est un accélérateur. Mais ça n'empêche pas que si la sécurité n'est pas bien faite à la base, on a le même problème. C'est juste vraiment, ça aide les gens qui, avec un peu moins de connaissances, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Nouvelle suivante, le N8N. Encore une fois, je tape sur ce projet-là, qui est un projet de workflow appuyé par du AI. C'est à quel point ces projets-là ne sont pas maîtrisés. Il y a des failles de sécurité là-dedans de façon atroce, vraiment atroce. Les failles qui ont été essayées d'être réglées en décembre sont encore présentes de maintenant. Les fixes n'ont pas corrigé les problèmes. Donc, on a une espèce de zone étrange par rapport à cette situation-là. Donc, ça ne marche pas. Donc, c'est juste encore une démonstration à quel point c'est un secteur qui est problématique au complet.
Nouvelle suivante, Microsoft va utiliser Copilot pour fouiller dans les OneDrive des gens avec une capacité de recherche. Ça revient un peu à l'inverse de ce qui était dans le fait qu'ils ont abandonné du côté de Windows 11. Dans le côté du cloud, ils continuent à déployer ce type de choses-là de façon supplémentaire et vont beaucoup plus loin. Un article excusez, sur la sûreté associée au fait des robots. Depuis l'industrialisation, l'usage des robots énormément pour avoir des gains de productivité qui sont énormes, qui sont vraiment très, très grands. Et essentiellement, il y a eu beaucoup d'accidents industriels où des robots ont tué des humains ou blessé gravement des humains de par la négligence des humains ou le fait que les protections entourant les robots n'ont pas été suffisantes, n'ont pas été anticipées justement pour assurer que les gens ne contournent pas les contrôles de sécurité. Les exemples qui sont donnés à l'article sont justement ceux de fait que les gens n'ont littéralement pas écouté les règles ou n'ont pas écouté, ont pris une chance et se sont fait écrabouiller par des robots. Donc, la perception de ce que c'est une chose. C'est important, puis j'aime beaucoup cet article-là, puis je le mets dans la section du AI parce que c'est un peu ça qu'on a relevé avec du AI. Donc, les gens font n'importe quoi. À l'heure actuelle, il n'y a pas de mort, heureusement d'ailleurs. Ben, mort. Il y en a eu des suicides, là. Cela est atroce déjà de ce côté-là, même s'il y a mis des sauvegardes, mais de mort au sens où la machine a tué de façon... je dirais pas délibéré, mais de par l'usage de la machine, de son fonctionnement normal, a amené cette situation-là. Ça nous ramène à OpenClaw, justement, qui est très, très invasif de ce côté-là, qui amène énormément de problèmes. Donc, ça peut faire un parallèle intéressant dans lequel je crois que les gens vont devoir se blesser financièrement énormément ou vont d'autres problèmes associés avec l'usage de ces outils-là avant que des réglementations, des normes, parce que dans le cas des robots, il y a des normes ISO qui encadrent la mise en place de zones de sécurité pour éviter que les gens se fassent blesser ou tuer par des robots dans l'opération normale de ceux-ci. Puis d'ailleurs, les robots dans les entrepôts, dans les usines, ne sont pas des robots très compliqués. C'est des bras mécaniques qui bougent, mais avec une très grande puissance, donc vont être capables d'écrabouiller l'humain assez rapidement à travers ça. Donc, ça amène là. Donc, comme les agents, donc les robots AI, dans le monde virtuel, n'ont pas encore cette capacité-là. Je pense que ça prend du temps avant d'insérer ça, mais on devrait s'inspirer des robots industriels pour commencer à baliser l'usage des agents AI. Va nous amener peut-être ailleurs en termes de réflexion, nous amener à être capable d'être plus clairvoyant, nous amener à mettre des réglementations, parce que c'est essentiellement ça, ce que l'article dit. Les gens ne respectaient pas les règles, donc jusqu'à temps qu'ils mettent des règles, le fait que les gens ne puissent pas les contourner, amener justement à cette situation-là. Donc, bref, de faire ça comme ça, nous amener ailleurs et de tenir les compagnies un peu plus responsables de ce qu'ils font justement pour le fardeau de la responsabilité qui est associé à cette façon. L'article est très intéressant à faire lire. Le Cloud Opus 4.6 a découvert 500 vulnérabilités 0D dans plusieurs codes open source. C'est un article semi-sensationnaliste justement pour montrer à quel point les agents sont capables ou les moteurs, puis Anthropic est très fort sur ce volet-là des choses, c'est son univers à lui, donc notamment dans le Cloud Code. Donc c'est normal qu'on retrouve, comme dans le cas qui est là, qu'on retrouve le fait qu'il soit capable de retrouver ce type de vulnérabilité-là. C'est intéressant. Par ailleurs, le AI regarde toujours en arrière, donc il n'innove pas. Donc, s'il y a des nouveaux chemins d'attaque qui n'ont pas encore été découverts, il va avoir plus de difficultés à le trouver, à anticiper ce qui s'en vient. Mais déjà, si on est capable de cleaner tout ce qui est de base, surtout dans les codes open source, qui appuient beaucoup de place dans la société, je pense avoir des gains immenses en termes de capacité. Excusez. Un article sur GitHub, dans ce cas-ci, qui essentiellement prend le fait que les agents, c'est pas un problème de confiance, de trust. Dans ce cas-ci, c'est un problème de comment on paramétrise les choses. C'est une analyse très intéressante qui vient, à certains égards, appuyer ce que je crois beaucoup sur cet aspect-là des choses. Donc, je crois qu'on aurait intérêt à cadrer davantage la situation avec ces outils-là. Puis ça, c'est un des aspects qui doit être fait, mais c'est un aspect plus de code infrastructure. Donc, de mettre en place et de commencer à mettre en place les balises
qui sont nécessaires parce que les agents AI sont un peu nono dans les faits. Donc, ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils font des bêtises, contrairement à des humains qui ont appris avec le temps, avec un sens commun, de savoir où sont les bêtises ou pas et de les éviter et donc d'aller plus loin, de savoir c'est quoi les problèmes qui vont avec. Et on devient aussi assumer nos problèmes. Donc, c'est un regard très intéressant. C'est très le fun de le voir ça. C'est un axe. Il y a plus de complications au déploiement, puis il y a un peu de technique, mais c'est déjà quand même un bon point de départ pour la réflexion de ce côté-là. Et finalement, la dernière nouvelle de cette section-là, et je l'ai gardée parce que je la trouvais très comique parce que ça fait référence à quelque chose que une de mes bonnes amies, bref, il y a comme un lien avec une de mes très bonnes amies dedans. Il y a essentiellement un module dans VS Code, un module AI dans VS Code qui vient juste ramasser tout le code qu'on produit et l'envoie en Chine. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que ça s'appelle Corgi, comme justement ça fait référence à une de mes très bonnes amies, justement, cette référence de Corgi. Fait que, bref, c'est pas mon mot de passe. Et j'espère que c'est pas le sien. Bref, fini la section AI qui était quand même assez massive cette semaine pour le fait de tout Notebook, OpenClaw et tout ce que ça. Puis j'espère que toute l'espèce de hype va se calmer rapidement parce que ça risque d'amener des gens dans des circonstances qui sont toxiques pour ces personnes-là. Bref, section rouge. Premier sous-bloc, Notepad++ aurait été attaqué entre juillet et décembre. On a été attaqué. C'est un drôle de principe. Ils ont juste fait une redirection, dans le fond, qui fait qu'un module toxique a été téléchargé de par certaines failles dans le module, dans la cycle de vérification des mises à jour automatiques. Et le fait que l'hébergeur de ce projet-là avait des contrôles de sécurité qu'on pourrait qualifier inadéquats. Donc, Notebook, pas Notebook. J'ai beaucoup de misère entre Notebook et Notepad ces temps-ci. Notepad++, maintenant, a changé ses processus, a changé d'hébergeur, a changé de choses. Mais c'est quand même un rappel que des projets open source, c'est des one-man shows souvent qui payent de leur poche ces sites d'hébergement-là. Donc, des fois, ils vont prendre des choix un peu plus rapides ou n'ont pas nécessairement la connaissance. Il faut faire attention. En parallèle, j'avais beaucoup parlé de cette vulnérabilité-là cette semaine avec des personnes qui sont plus dans l'offre de services de PME. Et on retrouve énormément ce logiciel-là sur des serveurs parce qu'il est pratique à bien des égards, parce qu'il est utile. Mais de retrouver ça sur des serveurs, ça devient un problème à la longue parce que là, on se retrouve à injecter du code vulnérable sur des serveurs. Donc, si vous avez ça, nettoyez, vérifiez les AI aussi. Tout est dans les show notes, donc si vous avez besoin, puis normalement, soit consulter votre MSSP ou votre SOC, puis normalement devrait être en mesure de repérer s'il y a des problèmes qui ont émergé par rapport à ce problème-là spécifique. C'est un supply chain, puis il va en avoir d'autres. Là. C'est le premier, c'est pas le dernier. Là, fait que soyez vigilants par rapport à ça et isolez vos choses en conséquence. Une bonne architecture règle essentiellement le problème. En l'occurrence, le secteur de l'énergie et beaucoup de cyberattaques, on l'a vu notamment en Pologne, on l'a vu au Venezuela. La Pologne a réussi à se soutenir et à se défendre correctement. Le Venezuela ne l'a pas réussi. Donc, c'est un rappel que ces infrastructures-là critiques sont de plus en plus attaquées. C'est pas en soi pas très nouveau, mais c'est beaucoup plus apparent maintenant. Donc, dès lors, d'être plus vigilant. Et les OT sont toujours un peu, malheureusement, à la traîne sur certains aspects de cyber. Donc, il y a certains raccourcis d'IT qui sont pris avec le OT qui nous mènent dans une situation un peu plus problématique. Un autre killer de EDR, je trouve ça toujours très drôle, ces nouvelles-là, puis je suis pas capable de ne pas les mettre parce que dans ce cas-ci, c'est le Shell and Case qui a un driver désuet, signé, qui est capable et vulnérable, qu'on est capable d'utiliser pour tuer essentiellement l'EDR. Fait que, je trouve ça très drôle, mais c'est juste un rappel que ces notions-là doivent être importantes et être réfléchies dans la façon que les systèmes sont montés, donc les EDR. C'est pas parfait et ça l'amène certaines choses. Microsoft relâche une patch en urgence pour Office parce que des attaques russes ont été faites 3 jours après que la vulnérabilité était connue. C'est un changement de paradigme où, à une époque, Microsoft relâchait les patchs quand ils étaient disponibles. Ils ont standardisé à tout le mardi, le fameux mardi. Et donc, donc ça l'a cadencé l'ensemble de l'industrie sur cette structure-là, d'avoir une Patch Tuesday, c'est-à-dire d'avoir une journée dans le mois dans laquelle on doit appliquer des correctifs sur un système d'exploitation, sur
un logiciel ou en tout cas, bref, ce genre de choses-là. Et là, la dynamique des attaques a beaucoup changé. À cette époque-là, c'était valide parce qu'il n'y avait pas des attaques suffisamment rapides entre la découverte de la vulnérabilité et une attaque dans le champ. Et dans ce cas-ci, si on prend cet exemple-là, particulièrement, c'est 3 jours entre la vulnérabilité et l'attaque. Et dans ce cas-ci, c'est les Russes sembleraient qu'ils auraient été en arrière de ça, qu'ils auraient en 3 jours développé une stratégie pour attaquer à l'aide de cette vulnérabilité-là. C'est pas autant la vulnérabilité qui est le problème que le délai qui maintenant est de plus en plus court. Et donc, on va peut-être devoir réfléchir à la façon que les correctifs sont dispersés. Puis ça va aussi devoir nous forcer à réfléchir le zéro trust, bloquer les choses, fermer les patentes justement pour limiter cette visibilité-là, si on veut, ou cette capacité-là des acteurs étatiques qui sont franchement très puissants. Les attaquants utilisent le DNS TXT Records pour, dans un cas d'attaque ClickFix, pour envoyer des commandes. C'est toujours très amusant ce genre d'usage-là, de dériver les usages de pièces d'infrastructure légitimes. Celle-là, je la trouvais très intéressante parce que puis j'avais à certaines époques des bonnes connaissances qui faisaient des recherches dans ces domaines-là. C'est très intéressant. C'est pas nouveau, mais c'est toujours drôle de voir ça. Et c'est pour ça aussi qu'il faut surveiller énormément les DNS, parce que les DNS nous donnent beaucoup d'informations sur notre réseau, notre posture. De un. De deux, surveiller, c'est pas des éléments comme ça qui se passent, et justement de commencer à détecter des éléments problématiques. Nmap Unleashed. Il y a une espèce de front-end sur Nmap qui permet d'améliorer, de faciliter son usage. C'est un outil très, très commun, très utilisé, maintenant encore d'autant plus mature que ça l'était, mais c'est un très vieil outil là, pour ceux qui traînent en cyber depuis longtemps, et est toujours aussi utile pour faire de la découverte, faire des scans, faire des recherches. Donc, on a un front-end qui est un peu moins intimidant et qui offre des options supplémentaires, qu'on n'a pas besoin de connaître toute la ligne de commande, qui nous amène ailleurs. Dernière nouvelle de cette section-là, c'est Google Looker qui a un bug essentiellement, qui permet de traverser la frontière des tenants. Donc, d'être capable d'aller voir dans les autres tenants. Et c'est un rappel, puis là, c'est pas nécessairement la faute de Google ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont tous un peu ces problèmes-là, les hyperscalers. Le fait d'avoir des infrastructures partagées doivent mettre des barrières entre leurs différents tenants ou différents clients. Et ces barrières-là sont parfois artificielles ou construites par-dessus le fonctionnement natif des outils. Dans le cas de Looker, c'est tout du GitHub qui est en arrière, ou du Git. Et l'attaque est essentiellement de l'usage de certaines fonctions qui sont inhérentes à ça et qui permettent de traverser les barrières des tenants. En l'occurrence, Microsoft l'avait vécu, je pense, fin des années 2020 ou 2021, je crois. Mais avec, je pense, c'est Juniper Notebook ou CosmoDB. Je pense qu'il y avait aussi ce genre de choses-là. Donc, c'est un rappel que c'est très compliqué, que même les grands hyperscalers qui mettent beaucoup d'argent pour ça ne réussissent pas nécessairement à arriver à ce niveau d'isolation-là. Donc, de toujours être prudent et de tenir ça dans votre réflexion de risque quand vous utilisez des technologies chez ces grands hyperscalers-là. Qui ne veut pas dire que c'est un problème, mais bon, bref, les frontières sont moins physiques que ça a déjà été. Fait qu'il faut le tenir dans le modèle de menaces et de risques qu'on a en tête. Section bleue. Le premier, je ne sais pas trop le placer, mais j'ai mis dans la section bleue, c'est essentiellement, puis c'est plus un article publicitaire qui va être le mérite d'une compagnie en soi, mais bon, bref. C'est quand même un rappel intéressant que les dorsales d'identité sur Internet viennent jouer beaucoup, beaucoup sur la capacité d'offrir des services, de consommer des services. À plus petite échelle, on constate qu'il y a un Intra-ID chez Microsoft M365, mais par ailleurs, dans d'autres contextes, dans d'autres systèmes, ces identités-là sont utilisées par d'autres choses à l'extérieur de cet environnement précis-là. Donc, la perte ou de disponibilité de ça vient causer un problème. C'est un axe, mais il faut le réfléchir. C'est toutes des réflexions, puis j'ai mis là parce que c'est une réflexion sur la disponibilité des services et l'interdépendance. Donc, une panne chez Amazon peut avoir des conséquences inattendues puisqu'il y a peut-être des dépendances à ces infrastructures-là, comme les dépendances à Intra-ID, par exemple, peuvent causer des problèmes beaucoup plus larges que juste chez M365 ou chez Azure, par exemple. Donc, de tenir ça dans votre design, dans votre façon de réfléchir et à savoir à quel point vous êtes capable de tolérer la panne. Parce que ces systèmes-là ne sont pas parfaits. On connaît des problèmes comme n'importe quel autre système. Et ce n'est pas le genre méchant Microsoft ou le méchant Google ou le méchant Amazon. Rendu là, ça n'a pas d'importance. Ils ont quand même un très faible niveau de panne, somme toute.
par rapport à ce qu'on pourrait nous-mêmes généralement avoir dans nos infrastructures privées. Mais cela étant dit, il faut designer les solutions en conséquence d'une panne potentielle et c'est les impacts que ça a pour nous. Donc, c'est toujours cette réflexion-là, je pense, qui est plus manquante que le fait de cette instabilité-là. Bref, c'est juste, je me servais une petite capsule pour refaire ces rappels-là. Microsoft est en train de faire le déploiement de Sysmon dans Windows 11, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas activé par défaut, il faut l'activer manuellement. L'article l'explique assez bien d'ailleurs, mais c'est une très bonne nouvelle qu'enfin, on ait accès à ces outils-là sur Windows, donc d'avoir des outils de télémétrie beaucoup plus sophistiqués. Moi, ça m'a sauvé la vie dans énormément d'incidents. Sysmon, c'est fantastique. Et ça devrait être de base, ça devrait avoir au moins une journalisation de base incluse, justement pour avoir cette capacité-là. En cas d'incident, quand on n'est pas prêt, on a la visibilité, ce qui, post-incident, c'est un peu moins pratique d'avoir ces informations. Post-incident, c'est génial. Ça fait toute la différence du monde sur les incidents que j'ai eu à gérer dans ma carrière. L'Ukraine est en train de durcir l'accès à Starlink sur son territoire. Essentiellement, ils se sont entendus avec SpaceX pour que ce soit seulement des terminaux autorisés qui accèdent à Starlink dans le territoire ukrainien pour contrer le fait que les Russes utilisent ça pour leurs drones. Donc, ça enlève la visibilité. C'est le jeu de mots de bonne guerre, mais ça fait partie des stratégies modernes dans lesquelles on doit réfléchir sur la façon ou comment on contrôle, comment on utilise des infrastructures plus largement disponibles, comme Starlink par exemple, pour mener la guerre. Donc, cette réflexion-là, même si c'est interdit dans les faits, par les choses. Mais bref, c'est intéressant de voir ça se développer parce que ça va amener beaucoup de changements dans la doctrine militaire. Le CEO de Microsoft dit qu'il va avoir besoin d'un tisseur de qualité. J'ai ça, l'usage de ce terme-là dans toutes les sauces. On a des. Je ne sais pas pourquoi on a une fixation sur ce terme-là ces temps-ci. Mais essentiellement, c'est un bon message, disons, que Microsoft a perdu beaucoup de l'aspect qualité qui avait été initié par le Trusting Computer que Bill Gates avait mis en place fin des années 90, où il y avait eu un énorme virage chez Microsoft d'amélioration de la qualité de ce qui était rendu disponible, notamment avec la sécurité comme conséquence. Puis c'est un peu un aspect aussi, la sécurité n'est qu'un sous-ensemble de la qualité. Fait que il n'est pas. Bref. Donc, s'ils vont mettre quelqu'un de qualité, de surveillance de qualité chez Microsoft, justement un VP exécutif, ben, ça va avoir un effet très intéressant sur l'ensemble. Et donc, revenir à cette période où Microsoft avait une très bonne maîtrise, une très bonne qualité des produits qui sortaient, ce qui a eu beaucoup de relâchement dans les dernières années, qu'on voit notamment avec les problèmes de sécurité qui touchent la plupart des produits de Microsoft maintenant et de façon régulière. Donc, ça va avoir un effet qui va être, je crois, un retour à ce que c'était et on va pouvoir commencer à avoir confiance, comme on avait confiance pendant une bonne période des produits de Microsoft ou comme ça. Fait que, bref, c'est un point important, puis c'est en même temps un rappel que c'est très difficile de contrôler la qualité dans ce développement-là. Donc, si on n'est pas quelqu'un en haut qui y croit, c'est très difficile de projeter ça plus que ça. Bref, dans la nouvelle de cette section-là, tout le contrôle du navigateur comme étant le nouveau endpoint. C'est pas la première fois que j'en parle de cet aspect-là des choses, qu'il y a beaucoup de visibilité qui est manquante, qu'il n'y a pas de EDR pour les navigateurs, ce qui est complètement faux, parce que l'article, j'ai l'impression qu'il était biaisé dans une volonté de faire valoir ça. Lima Charlie en a un, par exemple, qui se branche dans la télémétrie de Chrome, par exemple, Edge, si je ne me trompe pas. Ça fait quelques temps que je n'ai pas touché, je ne sais pas où ils sont rendus, mais à l'époque, ils faisaient de la télémétrie de Chrome. À partir de ça, on est capable de voir ce qui se passe dans Chrome et donc d'agir. De point de vue natif, Chrome se contrôle par les mêmes outils de MDM de chez Google Workspace. La même chose dans Edge. Ce contrôle du côté du tenant de Microsoft, on est capable de pousser des politiques justement pour empêcher ou contrôler ou avoir de la télémétrie du navigateur. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un rappel puis c'est plus un rappel que les gens ne le font pas. Il faudrait ramener, ce qui amène beaucoup de capacité, de visibilité sur ce qu'on fait dans ces navigateurs-là et donc d'avoir une capacité de limiter l'exfiltration, de limiter les attaques, de limiter les problèmes pour les compagnies, tout en permettant une certaine souplesse d'utilisation des outils plus modernes par rapport à cet espace-là. Donc, bref, c'est intéressant. Section suivante, c'est Privacy. Plus court, en tout cas, bref, les sections suivantes sont un peu plus
molle en termes de frontières, parce que privacy, ça revient encore sur les problèmes du RGPD qui est inefficace à bien des égards. C'est une plainte d'une personne, justement, c'est des demandes d'effacer de ces données. Donc, il fait la démonstration que ce système-là ne fonctionne pas. Il fait notamment la mention que le fait que ça soit dispersé à travers l'Union européenne, l'application est différente par pays, c'est pas tout le temps respecté, le compteur ne part pas toujours au bon moment. Donc, il y a un paquet d'éléments comme ça qui sont un peu plus difficiles. Donc, l'effet réel qui était voulu avec le RGPD n'est pas atteint, essentiellement. Puis c'est un peu ma critique aussi du RGPD. Quoique ça l'a quand même amené ça plus loin, mais c'est pas encore la bonne chose, donc la protection du citoyen. Donc, d'imposer une forme de rigueur de la part des compagnies. Je pense que NIS2 est beaucoup plus fort sur cette approche-là, mais NIS2 n'est pas tout à fait en application, donc c'est un peu plus difficile. Mais on est dans un contexte où il va falloir balancer puis arrêter que les compagnies soient de négligence sans nom avec nos informations, comme c'est le cas. Et dans ce cas-ci, c'est aussi une démonstration que aucune compagnie n'a jamais designé leur système pour arriver à ces fins-là, ce qu'on devrait normalement s'attendre de pouvoir faire effacer ces données, par exemple, comme dans le cas qui est pris dans l'article. Donc, de le voir comme ça, mais bref, je pense qu'on doit faire un autre tour de roue avec ces lois-là pour ramener, peut-être corriger ce qui était perçu comme étant fonctionnel qui ne fonctionne pas à l'usage, de ramener avec le réel des choses, ramener avec l'espace où c'est rendu. La Californie désactive les caméras floc, justement, dans le perspective où la compagnie a partagé des informations à l'extérieur de l'État, ce qui est contre leur loi. C'est intéressant de voir ça. Je pense que cette compagnie-là est en tout cas, bref, il y a beaucoup de questions à voir autour de cet élément-là. Donc, comment s'interroger sur ça. Carbon aborde sur le fait que nos données sont déjà en vente. Il parlait beaucoup des brokers. C'est pas nouveau en soi, mais c'est un beau rappel puis une belle compilation d'informations qu'on doit avoir et de sensibilisation par rapport à ça. Si vous aviez besoin d'arguments pour convaincre vos parents, votre famille, tout ça, c'est un très bel article pour ce type de choses-là. Ensuite, il fait référence au mode lockdown. Je l'ai vu dans plusieurs, ça. Plus l'approche de Carbon est le plus intéressant des articles que j'ai lus. Essentiellement, le mode lockdown sur les iPhones et sur les Mac a été développé pour protéger les personnes qui sont ciblées par des États étatiques, justement, pour limiter la probabilité qu'ils puissent hacker les téléphones ou hacker les ordinateurs pour mettre des codes malveillants, voler de l'information, ainsi de suite. Donc, en mettant ce mode-là en action, dans le cas qui est là, c'est un cas où un ou une journaliste, je ne me rappelle plus, il y a eu une saisie de son téléphone et son ordinateur pour repérer une source qui aurait fait fuiter de l'information classifiée, blablabla. Et le mode lockdown aurait eu un effet inattendu, si on veut, sur la capacité des forces de l'ordre d'utiliser des outils spécialisés pour extraire les informations du téléphone. Le mode lockdown l'empêche. Ça a un effet inattendu de ce côté-là. Bon, le fait que Carbon est un peu sarcastique par rapport à ce qui se passe, c'est une chose, mais ça nous permet de voir l'efficacité réelle de ce mode-là, dans lequel on perd quand même un certain nombre de fonctionnalités, mais on gagne en sécurité énormément sur ce qu'il en est. Et si on parle de téléphone, mais personne ne pourra aller chercher le contenu. Dernière nouvelle de cette section-là qui est assez troublante, essentiellement, c'est des hôtels chinois ont des caméras qui filment dans beaucoup de chambres et qui rediffusent sur des canaux Telegram. Puis généralement, on voit des gens nus ou des éléments comme ça qui sont partagés dans ces réseaux-là. C'est un peu troublant de voir que ça se fait comme ça, que c'est aussi présent que ça. En Chine, j'imagine que ça va être comme ça aussi ailleurs, mais que il y a comme un espace qu'on est en train de créer où les technologies font ressortir des aspects beaucoup plus troublants de l'humain. Et ça en est un exemple dans quel cas il y avait beaucoup, il y a même des canaux Telegram qui diffusent de façon en temps réel. On peut s'abonner pour accéder aux dites caméras, puis voir les chambres, puis voir les gens tout nus. Puis c'est un peu glauque comme chose. Fait que ça, mais c'est un rappel qu'on vit dans un monde où les caméras et tout est un peu partout. Sinon, section suivante, souveraineté. L'Europe est en train c'est drôle l'article, la façon qu'ils disent, mais on arrête de ne plus se laisser influencer par les tarifs imposés par les Américains et tranquillement de se déplacer vers des technologies qui sont européennes, donc de commencer à réduire la dépendance des technologies américaines. On le voit dans plusieurs aspects.
mais c'est de plus en plus marqué qu'ils voudraient faire le mouvement, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est un peu un effet collatéral peut-être un peu inattendu pour le président américain sur le fait que les Européens vont arrêter de dépenser aux États-Unis, donc arrêter de mettre de leurs sous. Fait que dans les faits, ils vont compenser les tarifs de cette façon-là. C'est un peu particulier comme réflexion. Satellite russe est capable d'espionner les communications satellites européennes. C'est comme la même nouvelle qui était pour les États-Unis il y a quelques temps, où les appels téléphoniques se faisaient puis étaient capables d'être en clair. Mais là, il semblerait que des satellites de télécommunications européens ne sont pas plus chiffrés. Donc, le même problème encore une fois, et ça donne la facilité, dans ce cas-ci, aux Russes de pouvoir espionner, scanner. Donc, on ne peut pas présumer qu'une ligne téléphonique comme ça est protégée. La ville de Munich a sorti une grille d'évaluation sur la souveraineté. Donc, on est capable d'évaluer les solutions qui sont en place. Donc, c'est intéressant de voir que les villes ou des pays sont en train d'élaborer des grilles. On le voit aussi un peu en Europe ou en France, des grilles, certains éléments qui sont mis en place. Donc, ça va continuer en grandissant et probablement qu'avec le temps, on va converger vers une grille unique pour évaluer ce type de choses-là. Mais c'est vraiment dans l'air du temps de commencer à évaluer la souveraineté de tout ce qu'on a. La Commission européenne est en train de basculer vers des systèmes de communication différents de ceux qui ne dépendent pas des États-Unis, essentiellement dans l'article des Teams, mais des moyens américains. Et en l'occurrence, ils vont utiliser toute l'écosystème autour de matrix.org, qui est un protocole similaire à Teams, Slack, pour pouvoir communiquer, pouvoir interagir. Donc, ils sont en train d'évaluer ce type d'approche-là, ce qui est une bonne chose, puisqu'on va des protocoles open source qui sont quand même capables d'aller plus loin et d'interopérabilité et nous amener quand même une capacité qui est intéressante par rapport à ce genre de choses-là. Dernière section, divers et insolite. Le premier point de cette section-là, c'est il y a deux nouvelles sur le Bitcoin. La première, c'est des scientifiques qui trouvent que ça n'aurait jamais dû exister, essentiellement. C'est intéressant parce qu'ils font une analyse, maintenant qu'on a fait une très grande expérimentation de cette technologie-là, ou là, du dogme qui entoure cette technologie-là. Les bienfaits ne sont pas si grands que ça. C'est plus les crimes organisés qui l'utilisent. C'est très coûteux en énergie. C'est pas très fonctionnel. Donc, de se baser sur ce type de technologie-là, c'est un peu particulier comme chose. Donc, le grand laboratoire qu'on a eu n'a pas permis de démontrer que la crypto-monnaie a un bénéfice ou une amélioration sociale ou a des impacts qui sont intéressants plus que peu importe comment on transfère de l'argent de toute façon. Donc, il faut le voir comme ça. Lisez l'article quand même assez long, c'est une entrevue, là, c'est quand même un dialogue entre deux personnes. Mais c'est intéressant de le voir, comment cette approche-là. Il y a des points où je ne suis pas d'accord, mais grosso modo, je suis un peu d'accord avec ce type de choses-là. Puis, un élément aussi très important des crypto-monnaies, c'est une chaîne pyramidale. Essentiellement, c'est toujours le dernier de la chaîne qui se fait frauder, essentiellement, dans ce contexte-ci. Et c'est pour ça que c'est un système qui doit continuer à rouler, parce que s'il n'y a plus personne qui est dans le système, les derniers qui vont être là vont être ceux qui vont avoir perdu, qui vont tout perdre, essentiellement. Et ce qui amène à la nouvelle suivante, c'est que les projections mènent à ce qu'en 2026, le Bitcoin va tomber à valeur zéro. Ils ont déjà perdu énormément de valeur depuis quelques mois et c'est encore, semblerait, en train de chuter. Fait que l'instabilité politique et tout ce qui se passe est en train de démontrer le vide qui sous-tend ces choses-là. Donc, c'est intéressant de constater ça. Moi, c'est pas un univers que moi, je me suis toujours tenu loin de ces choses-là parce que je ne comprenais pas ce qui est en arrière. Quand je comprends pas, généralement, je touche pas parce que j'ai un inconfort. Et de voir, puis c'est pas sans rappeler la conférence de Frank Desotte au Secure il y a 2-3 ans, qui parlait justement de ça, de façon un peu plus positive d'ailleurs, dans le cas, mais faisait une très belle histoire ou des appuis, tout ce que c'était très, très, très recherché. Donc, je vous le mettrai dans les show notes parce que c'est très intéressant de le voir. Mais il reste que ça va être en train de s'effondrer tranquillement parce que c'est appuyé sur rien. C'est du vent, essentiellement, le Bitcoin, dans l'absolu. Donc, bref, tirez-moi les tomates si vous êtes des grands fans des Bitcoin. Dans les faits, il n'y a rien de politique là-dedans pour moi, c'est juste que je n'y comprends rien. Le CEO de Flock, là, ça fait une deuxième nouvelle de Flock, là, traite le Deflock, là, le site qui a mis en évidence les problèmes associés avec cette technologie-là, cette compagnie-là.
ils appellent le terrorisme. Fait que, c'est un peu exagéré comme chose. Puis c'est comme je mentionnais sur le fait que Musk crée la censure, le créer au terrorisme, c'est la même chose. Ça vient vider le terme de son sens. Et donc, on l'utilisait à toute façon comme ça, vient diluer ce que ça veut dire. Et donc, tout devient du terrorisme. Et comme tout est du terrorisme, plus rien n'est du terrorisme. Donc, l'objectif n'est pas là. Puis je trouve que c'est un terme un peu exagéré. Là, je comprends la frustration qu'il a. Ça touche son modèle d'affaires. Essentiellement, ça touche sa paye. Fait que c'est sûr qu'il va vouloir défendre de façon très, très forte, comme Musk aussi d'ailleurs, avec le fait de bannir Grok ou d'agir sur son incapacité à filtrer la pornographie juvénile. Mais dans ce cas-ci, on est un peu dans la même zone. C'est ça, mais je trouve ça, c'est un terme, pour ça, je trouvais ça un peu insolite comme appellation. L'Allemagne avertit le fait que des comptes signal, il y a eu des tentatives de hijack sur des comptes signal pour du personnel important dans le gouvernement, donc d'être prudent. Même si Signal est un très bon protocole, il y a un certain nombre de mesures de sécurité à mettre en place, notamment le PIN pour éviter que le compte se transfère de façon inopinée par des erreurs de manipulation. Donc, d'être très, très prudent de ce côté-là. Avant-dernière nouvelle, c'est Brian Krebs qui parle du fait que certaines organisations politisées américaines vont faire énormément de demandes d'accès à l'information pour un peu embourber le système puis pour essayer d'alimenter leur narratif. Donc, c'est de voir comment on peut weaponiser ou armer la nécessité des organismes publics à répondre à des demandes d'accès à l'information. Donc, c'est un peu malaisant. Je pense, en tout cas, je pense pas qu'au Québec, on est rendu là. J'espère qu'on n'y arrivera jamais d'ailleurs, parce que c'est une mécanique nécessaire qui est très salutaire dans un système démocratique, mais qui ici est abusée par toute sa valeur dans un système démocratique, puisqu'on dévie énormément de ressources sur des choses qui sont qui ne servent pas à la démocratie, essentiellement. Je trouve ça un peu particulier, mais bon, c'est pas surprenant. Dernière nouvelle, puis ça revient un peu à ce que je retouchais notamment dans le premier, fait que je reboucle avec cet élément-là. Le fait c'est un article essentiellement qui dit qu'on devrait arrêter d'innover à toute vitesse et tout briser et tout se faire comme ça, puisqu'on est rendu à un stade où on ne peut plus innover à cette vitesse-là parce qu'il y a des conséquences d'innover à cette vitesse-là. Là, les infrastructures s'appuient énormément sur ce qu'on dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas grave parce qu'il y avait très peu de choses qui s'appuyaient sur le développement, le code, on peut faire très vite, c'était pas grave si ça se brisait, puis on pouvait réparer rapidement sans vraiment de conséquences. À l'heure actuelle, les conséquences sont très importantes, donc on doit commencer à augmenter la maturité. C'est amusant que cette nouvelle-là arrive parce que j'ai sorti un short ce matin, d'ailleurs, justement sur cet aspect-là des choses mon approche c'était que la cyber est un drôle de profession. Pour tout ce qui est le volet des vulnérabilités, essentiellement, on fait comme des pentests sur des ponts. Fait que je trouvais ça l'idée un peu particulière quand dans le fond, on s'attend que le pont fonctionne sans qu'on fasse des pentests dessus. Bref, il y a comme un illogisme dans la façon dont on approche le design logiciel et qu'on doit exiger du monde qui va essayer de le casser au lieu d'avoir un design qui a démontré sa capacité à résister comme on a ce corpus de connaissances-là avec les ponts, par exemple, ou l'ingénierie, ou peu importe. Dans le domaine de l'ingénierie, là, c'est un exemple, les ponts, parce que je le trouve qui est beaucoup plus flagrant et plus visuel, mais c'est très intéressant. Fait que, bref, de regarder ça autrement, d'amener la réflexion ailleurs et qu'on arrête d'aller trop vite. Et comme OpenClaw est un bel exemple, le vibe coding est un bel exemple, d'être prudent, de ne pas essayer de tout casser, mais essayer de tout ramener. Ça termine. J'essaie d'aller le plus vite possible pour rester dans l'heure, ce que j'ai somme toute réussi à faire. Toujours sur Discord. Cette fois-ci, j'ai des gens qui sont venus me voir. C'est quand même chouette. Pas sûr que je vais maintenir ça parce que clairement, ça n'attire pas grand personne. Fait que parler tout seul devant la caméra puis me voir versus parler tout seul puis lire mes nouvelles, je préfère la deuxième option. Ou voir comment trouver une stratégie de dialogue durant cet enregistrement-là. C'est à voir. J'attends de vos feedbacks là-dessus si vous vous rendez jusque-là dans l'épisode. Sinon, bref, je vous souhaite une très bonne semaine.